Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un peu plus de 10 jours d'absence. Alors justement, pourquoi il y a eu cette absence? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, sachez juste que lorsque je m'absente de YouTube et des réseaux sociaux pendant quelques jours, c'est tout simplement parce que je n'ai pas le moral, que je n'ai pas la tête à ça, que je ne me vois pas vous tourner de vidéos ou même ne serait-ce que lire un manga, et du coup je préfère m'isoler pendant quelques jours le temps que ça aille un petit peu mieux. Bref, aujourd'hui je reviens avec la vidéo que j'avais annoncée pour le 6 août à la base, que j'avais annoncée dans le book haul du mois de juillet. Il s'agit de ma chronique coup de cœur à propos des 3 premiers tomes de la série Les Enfants de la Baleine de Habiyu Meda, publié chez Glénat dans leur collection Seinen. Il s'agit néanmoins d'un shoujo, oui vous avez bien entendu, je parle de shoujo, et là il y en a qui vont très probablement me demander en commentaire mais pourquoi tu parles de shoujo alors que le titre est classé Seinen en France? Eh bien tout simplement parce qu'au Japon le titre est prépublié dans le magazine Mystery Bonita, qui est un magazine qui prépublie du shoujo. Voilà, ne cherchez pas une autre explication que celle-ci. Alors pourquoi en France Glénat a décidé de le mettre dans sa collection Seinen plutôt que sa collection shoujo? Eh bien sans m'être trop renseignée, je pense ne pas dire de bêtises en vous expliquant que Glénat a probablement pensé que le titre avait plus sa place dans la collection Seinen du fait des thèmes abordés par ce titre, et je pense que s'il l'avait mis dans la collection shoujo de Glénat, beaucoup se seraient mépris à propos des thèmes abordés par les enfants de la baleine, auraient pu penser qu'il s'agit encore une fois de romance ou bref de plusieurs types de choses que l'on rapproche plus du shoujo que du seinen, alors que là très clairement il n'y a pas de romance, s'il y en a une elle est vraiment mini, mais bon voilà, pour l'instant c'est pas ça qui nous intéresse, ce n'est pas de cela dont l'auteur veut nous parler, et du coup c'est beaucoup plus intelligent du point de vue visibilité du manga de le classer seinen en France. Alors il s'agit, comme je l'ai dit, d'un shoujo de genre aventure science-fiction qui est toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus, et le 4e tome sortira en France le 7 septembre. Sachez qu'au Japon le titre est publié chez la maison d'édition Akita Shoten, qui est une grosse maison d'édition à laquelle on doit en France, pour les titres publiés en France, des titres comme Prisonnier Riku, Magical Girl of the End, Draw, Dilemma, Deadtube, Magical Girl Side, Bienvenue au club, bref, des tas et des tas de titres. Je n'ai pas fait la liste de tous les titres qui sont publiés chez Akita Shoten, mais pour vous dire que les 3 quarts des titres que vous retrouvez finalement chez Akata, eh bien, ils sont publiés là-bas au Japon. Alors c'est un faux shoujo, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas de romance, ce n'est absolument pas le thème de l'histoire. C'est un petit peu à la manière, pour celles et ceux qui connaissent Husk of Eden, dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne, qui est une petite série publiée chez Doki Doki, qui est classée shoujo, et pourtant quand on le lit, très clairement il n'y a pas de romance, on est dans quelque chose qui est un petit peu violent et qui ne touche absolument pas des thèmes qui sont abordés habituellement dans les shoujo. Donc ce titre-là, il faut savoir qu'il a débuté en France en 2016. Les 2 premiers tomes sont sortis au mois de janvier à 2 semaines d'intervalle. Le tome 3 est sorti au mois de mai. Le 4e tome devait sortir ce mois-ci. Il a été repoussé à début septembre. Et j'ai pas mal hésité à me procurer le titre du fait qu'il soit toujours en cours au Japon. Je sais, je dis ça très souvent en vidéo. Je vous dis que quand j'hésite à commencer un titre, c'est très souvent qu'il est toujours en cours au Japon. C'est parce que tout simplement, j'ai beaucoup de séries toujours en cours, et j'essaye vraiment de me concentrer sur des séries qui sont terminées, sur des séries courtes de préférence, et celle-ci finalement j'ai lu beaucoup de chroniques à son sujet, j'ai vu également pas mal de youtubeurs qui en ont fait des vidéos, et je me suis dit ok, on va peut-être lui donner sa chance. Alors j'avais déjà fait dans de précédentes vidéos le parallèle entre cette série et la série Dodoma publiée chez Komiku, n'importe quoi, et je vous avais dit qu'au niveau du script, vraiment si on s'en tient au script de base, les 2 mangas avaient l'air assez similaires. Alors il faut savoir que ça, c'est une série toujours en cours, comme je l'ai dit, 7 tomes toujours en cours, alors que Dodoma est une série terminée en 3 tomes, et c'est là que on se rend bien compte que Les Enfants de la Baleine, ça sera beaucoup plus développé, ça ira sûrement beaucoup plus loin, même si en voyant juste ces 3 premiers tomes, je me dis que finalement le manga ne sera peut-être pas très long. Vraiment je ne pense pas que ça soit un titre qui va dépasser la vingtaine de tomes, j'espère même qu'il fera moins de 15 tomes, ça serait vraiment top, mais quand je vois le thème abordé, quand je vois l'avancée de l'histoire, je me dis que l'auteur n'a pas l'air d'être du genre à faire traîner les choses en longueur inutilement, et du coup on peut espérer une série qui ne soit pas trop longue. Alors avant de vous parler de l'histoire, je vais vous faire un petit focus sur les couvertures, parce que c'est ce qui personnellement voilà, m'a attiré au premier abord.
Alors je sais, c'est très superficiel et je ne vous conseille absolument pas de faire comme ça pour choisir vos mangas, mais parfois voilà, on a un coup de cœur pour une couverture, on n'a pas envie d'en savoir plus, on a envie juste de se laisser porter par les images et de se dire ok, je tente l'aventure sans connaître de quoi parle ce manga. Alors déjà la première, la couverture du premier tome. Sur la quatrième de couverture à chaque fois des tomes, vous l'avez très probablement remarqué, mais je le dis quand même, on voit le personnage qui apparaîtra sur la couverture du tome suivant, donc voilà le tome 2. Et sur la quatrième de couverture, vous voyez le personnage que l'on voit sur la couverture du tome 3. Et ce personnage-là est le personnage que l'on retrouvera sur la couverture du quatrième tome. Alors je vais à présent vous parler très brièvement de l'histoire. Quand je dis très brièvement, c'est du fait, comme je l'ai dit, que le titre est déjà sorti depuis pas mal de mois, que vous avez dû très probablement en avoir entendu parler, que ce soit sur YouTube, sur les sites de manga, sur les blogs, etc. Ou que peut-être vous avez déjà commencé le titre, du coup je pense que beaucoup de monde sait de quoi il parle. Mais au cas où, pour celles et ceux qui découvriraient la série ou qui voudraient vraiment un avis assez complet sur la question, je me dois de faire un petit résumé. Donc de quoi nous parlent les enfants de la baleine? Alors je vais essayer de pas trop en dire non plus parce que c'est comme Dodoma, si on en dit trop, on vous spoile la découverte et le plaisir de lecture. Alors on va découvrir un monde qui est recouvert d'une mer de sable, autant vous dire un monde complètement imaginaire, et sur cette mer de sable vogue le vaisseau, la baleine de glaise. Alors je dis vaisseau, c'est une espèce d'île, c'est un monde à part entière dans lequel va vivre un peuple qui vit, comme on s'en doute, en parfaite autarcie vu qu'ils ne connaissent que ce monde-là. C'est un peuple qui n'est pas très conséquent, qui est composé de deux types de personnes. Il y a les personnes qui maîtrisent le pouvoir que l'on appelle le Saima, qui est un pouvoir qu'ils tirent de leurs émotions, un pouvoir qui leur sert aussi bien à se défendre qu'à se battre. Et cette population-là a une espérance de vie assez courte, on va dire environ de 30-40 ans. Ils sont tout de même 90% à avoir ce don. Et les 10% restants ne maîtrisent pas du tout le Saima, ont une espérance de vie humaine relativement longue, quand même une centaine d'années. Et en fait, c'est les personnes qui ne maîtrisent pas le Saima qui dirigent, qui régissent la baleine de glaise. Donc autant dire, c'est les politiciens. C'est ceux qui vont régir toutes les règles, qui vont également concerner les détenteurs du pouvoir du Saima, entre autres de ne pas trop l'utiliser et de ne pas l'utiliser pour rien, tout simplement parce que l'utiliser vient à réduire leur espérance de vie encore plus. Tout ce petit monde vit dans la plus parfaite harmonie. On va découvrir le personnage principal de l'histoire qui est Shakulo, qui est le personnage que vous voyez sur la couverture du premier tome, et qui est scribe. Alors personne ne l'a proclamé scribe, il s'est auto-proclamé scribe de la baleine de glaise, et en gros il prend des notes. Alors c'est un petit peu une maladie, je sais plus comment on appelle ça, pour lui c'est un petit peu un toc, une maladie, on va dire ça comme ça, de tout noter. Il note au quotidien tout ce qui se passe sur la baleine de glaise pour que ça serve tout simplement d'archive pour les générations futures, pour dire voilà, la vie elle était comme ça, on a découvert ça, tout ça, tout ça. Et leur petit quotidien est un jour bouleversé quand ils vont faire la rencontre de Lycos, qui est une jeune fille qui est sur un vaisseau abandonné, un vaisseau qui ressemble un petit peu à la baleine de glaise, bien qu'il soit un petit peu différent. Et ils vont recueillir Lycos qui est toute seule, qui a l'air un petit peu paumée. Et à partir de là, ça va complètement chambouler leur vie dans le sens où ils vont apprendre la vérité à propos de la baleine de glaise et sur le monde qui les entoure. Je n'en dis pas plus, bien qu'il se passe beaucoup plus de choses que cela dans ces 3 premiers tomes. Le premier tome bascule assez rapidement dans l'horreur, c'est-à-dire que la rencontre avec Lycos va faire que justement, ils vont apprendre plusieurs choses à propos de la baleine de glaise, des secrets qui étaient enfouis et qui étaient bien gardés par ceux qui, comme je l'ai dit, dirigent la baleine de glaise, c'est-à-dire les politiciens qui sont humains, enfin tout le monde est humain, mais ceux-là ne maîtrisent pas le Saima. Ils détiennent des secrets et bon, comme on le dit, la connaissance c'est le pouvoir, et c'est un pouvoir qu'ils ont sur tous les autres habitants de la baleine de glaise, du fait qu'ils connaissent le passé de ce vaisseau, qu'ils connaissent son histoire et son but, et qu'ils en savent un petit peu aussi sur le monde qui les entoure. Très rapidement, ils vont devoir assimiler toute la vérité à propos de la baleine de glaise, bien qu'on ne sache pas encore tous ses secrets, et en même temps se préparer à une espèce de guerre et donc à se battre. Alors pour un peuple qui est tout pacifique, qui vivait dans une petite harmonie bien tranquille, dans une fausse utopie, parce qu'en fait c'était une utopie qui était
et qui était préservé par ceux qui dirigent ce monde, alors qu'ils savaient très bien que dans le fond, bah, un jour ou l'autre, ça allait éclater, un jour ou l'autre, il y allait avoir des gens qui allaient intervenir et qui allaient bouleverser l'ordre établi, et c'est ce qui se passe dans l'histoire. Je suis désolée si ça part complètement en cacahuète, mais j'espère que ce sera assez clair. On va se concentrer dans ce manga principalement sur ces trois personnages-là. Donc tout d'abord, comme je l'ai dit, le personnage de Shakulo, qui est le scribe qui prend des notes sur tout. Il a le droit de tout noter, mais une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est de montrer leurs sentiments. Parce que qui dit montrer ses sentiments, dit déclencher le pouvoir du Seima. Du coup, il n'a pas le droit d'exprimer ses sentiments, même à l'écrit, donc il doit vraiment essayer de faire les choses le plus sobrement possible, sachant que voilà, même quand il y a des morts, ils n'ont théoriquement pas le droit de pleurer, ce qui est un petit peu difficile parce qu'en plus, vu tout ce qui va leur tomber sur la tronche, ça va être complètement impossible de se retenir de pleurer à certains moments. Donc c'est un personnage qui est foncièrement gentil, qui est très sympathique, qui est assez fun, qui est bien entouré, qui est vraiment le gars vers qui tout le monde va parce qu'il a, voilà, il a ce capital sympathique qui est immense, et c'est en même temps le gars qui maîtrise le Saima mais qui n'est pas prêt à tout ce qui va se passer, je ne sais plus parler. Il n'est pas prêt pour tout ce qui va se passer, c'est plus français, et il va être complètement submergé très vite, il va devoir défendre les gens auxquels il tient, il va en perdre, voilà, je ne dis pas plus, mais très vite on va basculer dans l'horreur de la guerre, et qui dit horreur de la guerre dit mort. Et il va essayer vraiment de se battre, de faire de son mieux à la fois pour continuer d'écrire ce qui se passe, pour continuer de chercher la vérité à propos de la baleine de glace, parce que finalement, jusque-là, c'était des personnages qui étaient assez naïfs du fait que c'est pas grave, on connaît pas notre passé, on sait pas s'il y a d'autres gens dans le monde à part nous, mais c'est pas grave parce qu'on vit dans une harmonie qui est très très bien, tout le monde a ses petites tâches au quotidien, tout se passe bien, alors pourquoi finalement se poser des questions sur des choses qui pour l'instant ne nous concernent pas. Donc c'est un personnage que j'aime beaucoup, même si au début il a l'air assez couard, assez peu courageux finalement, parce que voilà, il va très vite se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent pour massacrer les autres, et lui voilà, c'est tellement le gars qui est foncièrement bon. Il n'est pas prêt au début à tuer ou quoi que ce soit, il n'a pas envie de ça, c'est quand même un gars qui est aussi pacifiste, et petit à petit il va perdre des gens qu'il aime, et ça va faire que le personnage doit évoluer assez rapidement. Alors ensuite on a le personnage de Lycos, donc la jeune fille que vous voyez sur la couverture du tome 2, qui ne s'appelle pas réellement Lycos, mais ça je vous laisse découvrir de quoi il s'agit. C'est un personnage qui amène son lot de mystères et de révélations à propos de la baleine de glaise, qui en gros va jeter un pavé dans la mare au moment où personne n'en avait foncièrement besoin. Et ce personnage-là, au début, a du mal à faire confiance aux autres parce que pour elle aussi, ce sont des étrangers, même si elle est beaucoup moins naïve que les habitants de la baleine de glaise. Elle sait beaucoup plus de choses sur le monde qui l'entoure, sur les autres mondes qu'il y a, sur les autres populations qu'il y a dans ce monde. Et elle va leur apprendre énormément de choses, elle va également les aider à se battre. Bref, c'est un personnage qui est assez intéressant, qui n'est pas une faible femme, voilà. On n'a pas vraiment de personnage qui s'avère être un personnage faible, parce que même si à la base, c'était pas des personnages qui étaient là pour se battre, qui étaient des guerriers ou quoi que ce soit, bah par la force des choses, on est un petit peu obligé de sortir les armes et de défendre les gens qu'on aime et son pays, tout simplement, c'est un petit peu une guerre entre pays. Donc c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, que je compare un petit peu, bah là je vais faire le parallèle avec Dodoma. Je vais essayer de pas trop le faire dans cette vidéo, mais c'est compliqué de pas le faire parce que comme je l'ai dit, Dodoma et les enfants de la baleine, sur le papier, on peut se dire ok, mais il n'y a que des similitudes entre ces deux séries. Dans les deux cas, on a un monde complètement imaginaire. Dans les deux cas, les personnages que l'on va suivre vivent dans un monde qui est fermé, un monde qui est régi par des règles, qui a des secrets, qui a des particularités qu'on va découvrir au fur et à mesure de sa lecture. Et à partir du moment où il rencontre un étranger, donc dans Dodoma, c'est un peuple étranger qui va attaquer le Dodoma. Là, c'est une étrangère qu'ils vont recueillir. À partir de ce moment-là, ils vont découvrir tous les secrets de leur monde, ils vont vraiment avoir la révélation de leur vie, et en même temps, ils vont rentrer en guerre et découvrir tout ce qui se passe autour d'eux. Donc de ce côté-là, ok, les deux séries sont extrêmement similaires. L'étranger apporte avec lui son lot de révélations, mais son lot de malheurs. Après, le personnage de Lycos est un petit peu moins mystérieux, on va dire, que les étrangers de Dodoma, parce que pour rappel, dans Dodoma, les étrangers ne parlent pas la même langue que les habitants qu'on suivait à la base. Du coup, on ne comprend pas ce qu'ils disent, et ce qui fait que le dialogue n'est pas très très clair. Alors que là, elle parle leur langage, même si elle a une vision des choses très 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 différente de la leur, beaucoup moins naïve sur le monde qui l'entoure, parce que, comme je l'ai dit, elle connaît beaucoup plus de choses, et qu'encore une fois, la connaissance, c'est le pouvoir. Et enfin, troisième personnage que l'on voit énormément dans le manga, il s'agit de Oni,
Kenny, donc c'est ce personnage-là, qui est le gars qui est un petit peu l'anarchiste de service, qui est un petit peu le marginal, dans le sens où lui, il ne s'est jamais soumis aux règles qui régissent la baleine de glaise, il a toujours été contre les politiciens, il a toujours eu sa vision des choses, il n'a pas sa naïveté, la naïveté des autres habitants. Il utilise son Saima, il l'utilise énormément, même un petit peu trop, alors qu'il n'est pas trop censé l'utiliser. Et c'est un personnage qui va être clé dans la rébellion, on va dire dans la guerre, parce que c'est un personnage qui est un leader né, qui va se servir de son Saima pour se battre, et il se bat excessivement bien. Il faut savoir qu'en plus c'est un personnage qui est l'un de ceux qui maîtrise le mieux le Saima, qui a le plus de puissance en s'en servant. Donc c'est un personnage que j'ai adoré, parce que même si on sait encore que très peu de choses à son sujet, c'est un personnage qui d'emblée ne va pas rechiner à se battre, il va foncer dans le tas, voilà, pendant que les autres essayent juste de se défendre, en essayant de ne pas trop faire de victimes. Lui, c'est pas grave s'il massacre un maximum de monde, et finalement c'est bien utile d'avoir ce genre un petit peu de héros, du moins de leader, quand on est dans une situation de crise. Je vais à présent vous montrer les dessins sans trop vous en montrer pour vraiment vous laisser le plaisir de la découverte. Donc côté dessin, on a des planches qui sont assez détaillées, qui sont vraiment de toute beauté. Entre chaque chapitre, ce qui est intéressant, donc là vous voyez la baleine de glaise, alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, qui est un monde comme son nom l'indique, qui est constitué de glaise, un petit peu à la manière finalement du monde de Dodoma, qui lui est constitué de pierre, de boue, ce genre de choses. C'est à peu près la même chose. Voilà, côté dessin, c'est vraiment de toute beauté. De toute manière, quand on voyait les couvertures, on pouvait se douter que le dessin à l'intérieur était vraiment très très sympa. Je vous montre le personnage de Lycos, que vous voyez un petit peu ce que ça donne côté du Cara Design. Ce que j'aime bien, c'est qu'entre chaque chapitre, on a une page comme celle-ci, qui est en fait une des pages des notes du scribe, donc des notes de Shakulo, qui permettent d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement de la baleine de glaise, sur les différents lieux qu'il y a dans ce monde, voilà, son sous-sol, les tours, tout ça, et également les règles qui régissent ce monde. Donc ça, je trouve ça pas mal, ça reprend un petit peu ce qu'il y a parfois dans le récit, mais également ça rajoute un petit peu de culture pour le lecteur, pour lui permettre d'être encore plus immergé dans l'histoire et dans ce monde qui est complètement imaginaire, et du coup, je trouve ça intéressant de rajouter des descriptions pour vraiment que le lecteur, en plus des images, ait vraiment la possibilité de se plonger dans ce monde, dans le monde qu'a voulu créer l'auteur, et vraiment d'avoir une idée assez précise de ce que l'auteur a voulu nous montrer. C'est vraiment très très beau. Il n'y a pas de page couleur au début du tome, mais vraiment côté édition, c'est pas mal du tout. Les tomes sont vendus au prix de 6,90 €. J'ai pas noté d'erreur, vous savez, de faute ou quoi que ce soit, ou de problème au niveau des planches. Alors vraiment, c'est un titre que je vous recommande. Voilà, je vous montre une dernière illustration. Vraiment vous dire que c'est un manga qui est très très beau visuellement, mais pas que. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment top. Encore une fois, ne vous fiez pas au fait qu'il s'agisse d'un shoujo de base, vraiment. Prenez-le comme un seinen, pour le coup Glénat a très bien fait les choses. Il sera assurément dans mon top shoujo 2016. Alors oui, je le mettrai dans mon top shoujo parce que malgré tout, je vais garder la classification japonaise pour mes tops de fin d'année. Je vous remettrai dans la barre d'infos le lien pour que vous puissiez lire un extrait gratuit du premier tome. Je l'avais mis dans ma précédente vidéo, mais je le remettrai. On ne sait jamais si vous l'avez loupé. Il n'y a pas d'anime à propos de la baleine des enfants de la baleine. Je ne pense pas très clairement qu'il y ait un anime qui soit fait à propos de ce titre. Après, peut-être que je me trompe. En attendant, ça a été une très belle découverte. Je ne regrette vraiment pas d'avoir finalement craqué pour la série et je vous la recommande très chaudement si vous cherchez un manga avec beaucoup d'aventures, beaucoup d'action et un monde qui est vraiment merveilleux à découvrir. Vraiment une très très belle découverte que je ne saurais trop vous recommander. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle ne sera pas partie trop dans tous les sens, que je ne me serai pas trop embrouillée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu les 3 premiers tomes de cette série ou même juste un tome ou 2 de la série, votre avis à son sujet sans spoil bien évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire si jamais je vous ai donné envie ou pas du tout de commencer cette série. Sur ce, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!